30 juillet 1914. L'ordre de mise en alerte tombe sur la ville de Verdun. La France rentre en guerre aux côtés de ses alliés. Le 31, le 61e régiment d'artillerie de campagne quitte le quartier d'Antoire. Il n'y reviendra jamais. Très vite, le régiment intégré à la 42e division d'infanterie connaît son baptême du feu. En se retrouvant engagé dans la bataille des frontières, où il se bat coude à coude avec ses camarades de l'infanterie. Très rapidement, son chef, le colonel Boischu, rencontre des premiers tués. Vers le 20 août 1914, l'armée allemande franchit la frontière franco-belge. Des combats se déroulent à Charleroi, Dinant et Rossignol. Les récits des atrocités allemandes dans les Ardennes, colportés par les réfugiés belges, terrorisent la population. Toutes les maisons doivent rester ouvertes, elles sont fouillées de fond en comble plusieurs fois par semaine. Les populations sont étroitement contrôlées et assignées à résidence. Le capitaine Cunin, commandant la 5e batterie, sert au sein du 2e groupe. Il raconte au jour le jour les événements auxquels a participé son unité. Le 2e groupe dont fait partie la batterie se trouve sur Roisy, en appui du 94e régiment d'infanterie, qui doit se porter à l'attaque du signal de Saint-Loup. Nous avons appris un peu plus tôt que le signal est occupé par l'ennemi. Tout le groupe se met donc en batterie au sud de Roisy, sur la côte 89. La 4e batterie, juste à côté de nous, ouvre le feu sur le signal. De notre côté, nous nous installons près du moulin, au sud de la bourgade. Les hommes nourrissent les bêtes des attelages, s'affairent autour des roulantes et s'installent pour la nuit. J'apprends que le commandant du groupe a lancé des reconnaissances. On va certainement bouger demain matin. Pourtant, notre position entre la Retourne au sud et Roisy au nord nous permettrait, le cas échéant, de fixer par des tirs de barrage les unités ennemies qui déboucheraient des nombreux massifs boisés de la région. 1er septembre. Réveil à 4 heures. C'est mon agent de liaison qui est venu me secouer et m'apporte par la même occasion le jus. Entrez! Mon capitaine, votre jus. Ah merci petit Louis. Tu peux disposer. Le 2e groupe se déporte à 4 km de Roisy. La mission reste la même, surveiller Saint-Loup. La 5e batterie est à 1500 mètres du village à l'est et surveille les abords directs. À 16 h, les 4e, 5e et 6e batteries ouvrent le feu sur une colonne qui s'est découverte aux abords de Tagnon, sur la côte 130. Appuie le 1er groupe et fixe l'ennemi sur ses positions initiales. Puis nous nous replions sur Bettigny, où nous arrivons à 22 h pour bivouaquer. Wir sind in Tagnon einquartiert. Die Franzosen ziehen sich jeden Tag ein bisschen mehr zurück. Gerade haben wir Pferde mit Wagen auf dem Kamm im Südwesten erblickt. Es waren Kanonen. Sie haben uns auch gesehen. Viele Kameraden sind gefallen. Die Männer, die die Kanonen bedienen, waren ganz schwarz. Sie tanzten wie Teufel um die Geschütze herum. Das sind sie also. Die schwarzen Teufel. La fatigue est telle que les hommes dorment sur leur voiture. J'ai dû faire abattre plusieurs chevaux. Le moral n'est pas des plus optimistes, mais mes canonniers sont exemplaires. J'apprends dans la soirée que les Boches nous surnomment les Diables Noirs. Il est vrai que nos uniformes et la poudre qui recouvre nos visages nous donnent un aspect des plus inquiétants. 2 septembre. Nous bivouaquons toujours à Bettigny avec nos camarades du 1er groupe. Ce matin, j'ai accompagné le commandant Ménétrier pour reconnaître une position à Brimont. Le fort a été désarmé et évacué. C'est le 3e groupe qui occupera la position. Nous, de notre côté, nous rentrons au bivouac. La journée se passe sans incident. 3 septembre. La 9e armée se met en mouvement en direction du nord de la Marne. L'arrière-garde se positionne sur la montagne de Reims.
La 42e division d'infanterie se déplace en direction de Germaine, au sud de Reims. Nous passons par Cormontreuil et Vauremont. Ma batterie, la 5e, cantonne avec le reste du 2e groupe à la ferme de Vauremont. Ce soir, j'ai mangé presque chaud, mais tout a le même goût. L'eau dans mon bidon ne sent pas bon. Tant pis, va pour le singe et l'eau croupie. Nous poursuivons notre retraite en poussant toujours plus au sud. Tout le monde se pose la même question. Que va-t-il advenir des pauvres paysans ardennais que nous laissons là ? 4 septembre. Nous levons à nouveau le camp. La 42e division d'infanterie se transporte tout entière et en une seule colonne. Nous passons la Marne à Mareuil-sur-Aille, à 6 km à l'est d'Épernay. Nous sommes couverts par le 3e groupe, puis nous cassons la croûte à Ménil-sur-Auger et arrivons vers 15 h à Soulières, au sud-ouest de Ménil-sur-Auger. Les hommes vont nourrir les chevaux. Ils les mènent à l'abreuvoir. « 5 septembre. Réveil à 2 h. Les premiers éléments de l'ordre du général Joffre, écrit la veille au grand quartier général basé à Bar-sur-Aube, sont tombés. La 9e armée doit couvrir à droite de la 5e armée en se positionnant au nord de Cézanne et de Saint-Gon. La 42e division d'infanterie maintient la soudure entre ces deux armées. Nous nous mettons en marche vers 4 h, appuyés par le 151e régiment d'infanterie. Le 3e groupe est des chasseurs du 10e, qui gardent le flanc de la division. Ce soir, nous sommes censés bivouaquer au château de Mondement, entre Étoges et Cézanne, à 50 km au nord de Troyes. La canonnade se fait entendre à Étoges. Des Allemands sont entrés d'Ambert, au sud-ouest d'Étoges. Il est 13 h, l'ordre tombe. Arrêter le mouvement de repli, faire face, au nord, pour barrer la route à l'offensive des Allemands et forcer l'ennemi à la retraite. Mon groupe s'arrête et se met en batterie à la gauche du 3e groupe, aux abords du bois d'Allemand, au nord-est de Cézanne. À 17 h, nous ouvrons le feu sur le bois des Usages. Le 3e groupe en fait autant afin d'appuyer les éléments de reconnaissance du 162e régiment d'infanterie à Saint-Prix. Mes canonniers y mettent tout leur cœur. Les douilles s'entassent rapidement autour de chaque pièce. Pour être plus à l'aise, certains n'ont pas hésité à jeter leurs vestes et ont relevé leurs manches. L'infanterie progresse difficilement dans cette région fortement boisée et accidentée. La 4e et la 6e batterie prennent position aux abords d'Oy, mais sont contraints d'abandonner le terrain et de battre en retraite, car l'artillerie lourde des Boches se déchaîne et incendie Oy. Le repli s'effectue sur le bois d'Allemand. La 6e batterie ouvre le feu sur un bataillon ennemi et nous rejoint à Mondement. 6 septembre. Oui, entrez. Le commandant d'unité de la 5e batterie. C'est moi. Les nouveaux armes, mon capitaine. Très bien, je vous remercie. Nouvelle communication du général Joffre. Ordre est donné de ne plus regarder en arrière. Il faut attaquer, attaquer encore et refouler l'ennemi, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place. Le général ne tolérera pas la moindre défaillance. Le régiment se rassemble. J'informe mes officiers. L'offensive est prévue pour 6 h. Le premier groupe se portera sur le bois du bout de la ville pour appuyer la progression de l'infanterie. Notre groupe a pour mission d'appuyer l'effort de l'infanterie et de se positionner au nord de la ville neuve et Charleville. Notre régiment d'infanterie se déploie sur la crête 213 en direction de Corfélix, au nord-ouest de Saint-Prix. L'artillerie allemande entre dans l'avance. Général Grossetti exhorte nos fantassins à ne rien lâcher. De notre côté, nous ouvrons le feu, puis décrochons sous les balles qui sifflent. Nous ne déplorons aucune perte, et le mouvement s'est fait dans le calme et avec une certaine précision. Nous sommes disposés en batterie à 800 mètres du village, au sud, et ne cessons de tirer. L'infanterie grignote le terrain perdu, appuyée par le 3e groupe. À la nuit tombée, Charleville est abandonné en feu. Le régiment se regroupe à Chapton,
au sud de la Villeneuve, les Archevilles. 7 septembre. Il est 4 heures. Mon ordonnance m'a réveillé affolé. Une fusillade très violente se fait entendre en direction de Charleville. Mes hommes sont prêts en quelques minutes. Les attelages se mettent en batterie sur place. Le premier groupe engage un duel d'artillerie qui vous vrille les oreilles avec les Boches qui répliquent de plus belle. L'infanterie doit reprendre Villeneuve. Ma batterie se déploie pour les appuyer. Les combats font rage toute la journée. 14 heures. Une pièce de la 5e appuie sur la route la contre-attaque française du 151e RI et du 94e RI qui rejettent l'ennemi au nord de la ville. Nous sommes tellement proches des combats que nous avons 2 blessés. À 14h30, ordre est donné par le commandement de se déporter sur le bois de Mondement et de se mettre en batterie face au nord. Traverser le bois s'avère des plus difficiles, et une fois sur place, mes hommes restent en alerte et tentent d'améliorer les retranchements ainsi que les épaulements qui accueillent les pièces. De mon côté, je fais envoyer des guetteurs en avant de mes pièces afin de déceler la moindre trace du passage de l'ennemi. Le soir du 7, l'ennemi semble avoir quitté définitivement la Villeneuve. 8 septembre. Un officier d'infanterie est venu parler au capitaine. La batterie doit se mettre en ordre de marche, direction la ferme de Montgivroux. Sur place, ordre est donné de rester sur roue pendant que le capitaine lance des reconnaissances. À 14h, les batteries se déploient. La 5e batterie tire sans discontinuer afin d'aveugler l'ennemi qui ne peut voir arriver nos troupes. En fin de soirée, nous rejoignons notre bivouac à Chapton. Je brosse les chevaux de ma pièce avec Durnerin et Jacquinot. L'adjudant-chef Chalureau nous file un coup de main en réparant un crochet de tête de trait. Le soir, les Allemands reprennent Montgivroux et Mondement. 9 septembre. Nous retournons sur Oeil, afin de déloger les Boches. J'ai placé des observateurs dans le clocher de Broye. De là, ils me renseignent sur l'avancée de nos troupes. Les tirailleurs et un bataillon du 77e RI tentent de reprendre la zone de Mondement, sans succès et malgré une préparation d'artillerie violente. Les fûts sont encore tout chauds que je reçois l'ordre de me porter au nord de Pleurs afin d'appuyer l'infanterie qui tente de prendre Connantre. Nous rejoignons nos positions de tir, mais en chemin, je m'entretiens avec un officier de cavalerie qui occupe Pleurs et qui m'informe que la mission d'appui ne peut avoir lieu. L'infanterie a effectivement quitté les lieux plus tôt dans la journée. Nous repartons à Lintel pour bivouaquer. En chemin, je discute avec le maréchal Léogie Janet, observateur dans mon groupe, qui me confirme mes doutes. Il a vu des Allemands battre en retraite lors de l'attaque de Mondement. Les Allemands seraient peut-être en train d'évacuer. 10 septembre. Je suis réveillé par des cris de joie. Mes hommes m'informent que partout le Boche se débine. La poursuite commence. J'en calme certains, pour qui la guerre est déjà finie. La bataille des frontières les a pas mal esquintés, et les durs combats de ces derniers jours n'ont pas arrangé les choses. Pourtant ils tiennent. Comment est-ce qu'ils peuvent tenir ? La matinée passe vite, on soigne les chevaux, je vais m'occuper du mien, qui me regarde toujours avec ce regard chargé de questions. Je le flatte, je le brosse. Le premier groupe part. L'après-midi, la colonne se met en route après une série de contre-ordres qui énervent. Ordre est donné au deuxième groupe d'aller appuyer le 151e régiment d'infanterie. Les chemins impraticables et la fatigue accumulée contraignent les commandants à faire annuler cet ordre. 11 septembre. Nous marchons avec le troisième groupe. Nous remontons vers le nord et ce soir, nous bivouaquons à l'ouest de Châlons. Il continue de pleuvoir. L'humeur joyeuse d'hier matin a très vite laissé place au quotidien fait de marche et de combat. Un capitaine d'état-major m'apprend que les Boches reculent. Pour lui, c'est une grande victoire. Il ne nous reste plus qu'à courir après les Boches et la guerre sera vite terminée. J'ai vraiment du mal à y croire. Le 11 septembre, nous écoutons l'ordre du jour du général Joffre qui nous assure que nous avons tous bien mérité de la patrie. Maurice Genevoix, alors sous-lieutenant de réserve, en parle en ces mots. C'étaient eux qui venaient de se battre, avec une énergie plus qu'humaine. Eux qui s'étaient montrés plus forts que les balles et les baïonnettes allemandes. C'étaient eux les vainqueurs. Nous n'avons pas flanché, et ça, nous n'en sommes pas peu fiers. J'ai l'impression de rentrer dans l'histoire. Mais qui sera là pour reparler de cette terrible époque dans 10 ans, dans 100 ans ?
de Bar-sur-Aube tient avec une légitime fierté à commémorer solennellement cet événement précieux entre tous dans les fastes du pays et à en transmettre officiellement le souvenir aux générations futures. À vous! Portez! Armes! La ville de Bar-sur-Aube ne devait pas laisser dans l'ombre ce grand fait historique, médité et conçu dans cet édifice. La municipalité a voulu que dans le bronze impérissable, l'ordre du jour du vainqueur de la Marne fût glorifié et immortalisé. Elle a voulu que les générations présentes et futures qui passeront ici, les enfants venant chaque jour s'instruire dans cette école, apprennent et comprennent comment, dans le danger, un grand peuple sait se défendre et comment dans le péril il sait mourir.